Où sont les femmes? En tout cas, le 13 juillet 2025, elles étaient à Evolution 2. On a eu le deuxième show 100% féminin de l'histoire de la WWE et une question est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'elle le méritait vraiment? Soyez simplets tel Clifford le gros chien, prenez-vous un bol de céréales et débattons de tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur Evolution 2, c'est parti. Evolution 2, tout un programme mes beautés, j'ai envie de vous dire. Et la grande question c'est surtout, est-ce que dans ce week-end qui était vraiment saturé de catch, c'était vraiment scandaleux en termes d'organisation, avoir en même temps NXT, le Great American Bash, avoir le Saturday Night Main Event, avoir Evolution, sans même prendre en compte l'AEW avec All In. C'était vraiment beaucoup trop. Est-ce que les femmes ont réussi malgré tout dans ce show, qui a donc la particularité d'être 100% féminin, à tirer leur épingle du jeu? Grande question, vous allez voir ce que j'en pense. Déjà, un truc dont j'étais content au début, et dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes sensible à ça, j'espère que oui quand même, parce que vous l'aurez remarqué, pour moi c'est très important, et j'en parle depuis le début de la chaîne, la production. Oui, la production. Et là en l'occurrence, un package de début où on avait un peu des highlights de toutes les différentes catcheuses, combiné aussi avec un peu des images fortes de l'histoire de la division féminine, le tout avec un morceau Rise de Katy Perry. On sentait une WWE qui voulait se présenter comme la pionnière, oui, la grande pionnière du catch féminin. Mais est-ce que c'est vraiment une réalité, les amis? C'est vrai, parce que tout ça, c'est des beaux discours, tout ça, c'est de la façade, tout ça, c'est des, on va dire, des grands clips de la musique. Oui, les femmes ont gagné leur place à travers le temps, et elles sont devenues tout aussi légitimes que les hommes. C'est incroyable, c'est magnifique. D'ailleurs, dans cette même logique, on a une Stephanie McMahon qui est venue se faire mousser en début de show. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, elle a vraiment le même défaut que son mari, hein, Triple H et Stephanie. Enfin bon, en même temps, logique, hein, logique vu que c'est quand même un couple, de venir comme ça prendre le spotlight en début de show régulièrement, dès qu'il y en a l'occasion, pour venir rappeler, oui, c'est extraordinaire, c'est génial, applaudissez, ovationnez, c'est fabuleux. Tout ça, personnellement, ça me tape sur les nerfs. Déjà que Stephanie, elle a la mauvaise habitude de rigoler comme une... bon, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Enfin bon, d'en faire toujours des caisses. Pour moi, c'est vraiment Stephanie qui en fait trop. Vraiment toujours. Et donc là, avoir Stephanie qui vient non seulement se faire mousser, mais qui vient en plus dire « Ah oui, depuis 2018, quelle avancée, c'est incroyable, évolution !» Mais est-ce que tout ça, c'est pas du grand foutage de gueule, les gars? Parce que moi, ce que j'en constate de tout ça, en regardant de près la division féminine depuis quand même un bon moment, je vous le disais il y a quelques mois, moi, tout ce que je vois derrière les grands discours progressistes de la WWE, féminisme, tout ça, bon après moi je suis pas contre du tout, c'est bien que les catcheuses aient leur place, qu'elles puissent, on va dire, avoir l'opportunité d'exister elles aussi, elles le méritent, elles travaillent dur aussi. Je me dis, la réalité derrière tout ça, c'est une pauvreté créative totale, et je m'en plains depuis un bon moment, pour moi les storylines entre catcheuses, c'est souvent, mais digne d'une cour de récré, et encore. Je suis sûr que je regarde un dessin animé et je trouve des storylines bien plus divertissantes que celles de la division féminine. C'est je vais te battre parce que je suis la meilleure, mais non, c'est moi la meilleure. Bon, bref, c'est vraiment affligeant, sans même parler du niveau souvent très mauvais en promo des catcheuses. Et pourtant, j'aimerais vraiment que ce soit le contraire. Mais quand je vois par exemple une Lyra Valkyria qui a été quand même pas mal mise en avant depuis WrestleMania et puis même en 2025 de manière globale. J'en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne, je trouve que elle, d'un point de vue vraiment verbal, elle a pas sa place à la WWE. Je me dis, mais comment elle a pu atterrir dans le roster principal de la WWE, qui est quand même censé être l'élite catchesque mondiale, avec un niveau aussi exécrable au micro? Vrai mystère, qui me fait quand même dire qu'à NXT, le in-ring, c'est ce qui compte le plus pour tout le monde, mais tout ce qui est vraiment personnage et tout ce qui fera vraiment de toi une star, bah ça c'est clairement négligé. Quand on voit Lyra Valkyria, c'est clairement négligé. Et c'est dommage. Enfin bref, tout ça commençait donc par une Stephanie McMahon qui venait se faire mousser, et j'en viens à me dire, mais déjà, pourquoi commencer par ça? Pourquoi commencer par quelque chose qui brise le rythme, alors que, normalement, quand un show démarre, il faut tout de suite la montée d'adrénaline, il faut comme ça l'énergie, il faut l'intensité, pas des grands discours où t'as donc en plus une figure importante de la compagnie qui vient te faire mousser les femmes en disant oui c'est incroyable. Et justement, la grande question c'est est-ce que tout ça c'était vraiment
un grand discours fabuleux et progressiste et de la pionnière Stephanie McMahon? Ou est-ce que c'était une grande façade totalement hypocrite? Bah, je pense que vous avez deviné ce que j'en pense. Quand bien même ils peuvent nous le présenter sous tous les angles et mettre autant de Katy Perry qu'ils veulent, la réalité, les amis, la réalité, c'est que c'est d'une pauvreté créative sans nom depuis des mois, la division féminine, que t'as des catcheuses comme ça qui ont un niveau mais hallucinant de nullité en promo, que les storylines se résument très souvent à non, moi je suis meilleur que toi, je vais te le prouver, non, c'est moi la meilleure, non, c'est moi. Je suis sûr que je vais dans une cour de récré et je trouve des storylines bien plus intéressantes que la division féminine de la WWE. Hein. Donc, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? J'en pense que ils sont bien beaux à vouloir se mettre en avant comme des pionniers, mais que la réalité, c'est que les femmes ne sont pas traitées avec soin et créativité à la WWE. C'est un fait, c'est un fait. Et on va dire, tout le in-ring du monde ne peut pas cacher ça. Enfin bref, puisqu'on parle de in-ring, ça commençait par un triple threat Bayley contre Becky Lynch, et justement puisqu'on a parlé d'elle, puisqu'on parle de la louve, j'ai envie de vous dire, Lyra Valkyria. Pour l'exceptionnel, le si important titre intercontinental féminin, mais oui. Comment vous trouvez que le titre intercontinental féminin n'est pas si important et qu'on s'en fiche un peu? Mais comment osez-vous dire ça? Enfin bref, le match en lui-même, j'en ai pas pensé grand-chose, hein. À moins juste que Becky Lynch, donc en tant que heel, est bien meilleure, et je me réjouis que depuis le lendemain de WrestleMania, elle est dans ce registre-là. D'ailleurs, c'était très drôle de la voir célébrer en fin de match, après avoir fait un tombé sur Bayley, avec à ses côtés une pancarte Becky Hogan. Ça m'a fait rire. Et bon, on va dire que pour moi, le bilan que j'en fais, c'est que Becky continue à s'attirer de la hit, par contre Bayley, elle, ne sert strictement plus à rien. D'ailleurs, franchement, je me dis, elle, à part une période où elle était en heel, elle avait un peu ce côté role model qui voulait un peu prendre les autres de haut. Je me dis, à part ça, est-ce que Bayley a eu vraiment le moindre intérêt d'un point de vue purement divertissement depuis, je sais pas, 2020? Franchement, je me dis, comment 5 années ont pu passer avec une Bayley quand même globalement présente, hein, dans le roster féminin, sans qu'elle, je sais pas, sans qu'elle se réinvente vraiment, sans qu'elle ait vraiment des personnages. Alors oui, elle avait eu quand même des temps forts, elle avait eu un règne de championne quand même, mais je me dis, purement créativement parlant, elle sert à rien. Enfin bref, désolé pour les fans de Bayley, mais moi, je trouve qu'il est grand temps pour elle de faire une révolution dans sa carrière, là. Sinon, on avait un match pour le titre féminin de NXT entre Jacy Jayne et Jordynne Grace. Bon, ça, moi, un truc qui m'a encore sidéré, et je me dis, mais il y en a vraiment littéralement dans tous les matchs aujourd'hui. Et qui peut encore oser me dire que la Triple H era est si fabuleuse, avec, je sais pas, de l'imprévisibilité, avec des matchs incroyables et tout, alors que t'as littéralement tout le temps, là en l'occurrence, un moment avec l'arbitre qui dure, le temps que l'autre derrière soit prête, que tout soit mis en place. Et tout ça, c'est nul, c'est pauvre, ça se voit arriver à des kilomètres. Il y a plus jamais de finish 100% clean, de vraies victoires vraiment incontestables, du moins vraiment 100% dominantes. Je me dis, c'est ouf, enfin, globalement, comme ça revient sans arrêt. On notera que la Blake Monroe a fait un heel turn pour faire perdre Jordynne Grace. Or, on verra où ça mène, de toute façon, tout ça, c'est du côté de NXT. Mais je soulignerai quand même que, je me dis, Blake Monroe est aussi celle qui était également présente dans le match, qui s'appelait Jasmine Nix, ont du potentiel, peuvent peut-être apporter une petite touche de féminité qui manque tant dans le roster féminin ces prochaines années. Qui sait, c'est vrai, pour moi, il y a rien de mal à ça, hein, c'est vrai. Enfin bref, ensuite, il y avait un match, donc évidemment, il fallait des tag teams, hein, il fallait bien remplir la carte d'évolution. Et vous aviez donc Raquel et vous savez, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, j'ai envie de dire un peu le Judgment Day, qui ont conservé leur titre par équipe. Alors pour moi, le centre d'intérêt principal de ce match-là, c'était le rôle de Charlotte Flair dans tout ça. D'un coup, on a décidé, comme ça, on sait pas pourquoi, de faire une équipe entre elle et Alexa Bliss, qui, entre nous, aurait été 1000 fois meilleure en tant que peut-être sorcière démoniaque liée aux Wyatt Six, mais non, on a préféré créer une sorte de collaboration sortie du chapeau entre Charlotte et Alexa Bliss, on sait pas pourquoi. Et surtout, je me dis, Charlotte, clairement, elle est babyface maintenant, et je me dis, mais quelle erreur, quelle erreur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez aussi que Charlotte, elle doit être heel, nom d'un chien. Pourquoi elle est babyface? D'ailleurs, c'était très bizarre de sa part, et j'ai une théorie, vous allez voir. Elle était vraiment sans arrêt
en tout cas vraiment, il y a une séquence où elle était vraiment énormément en train de chercher un peu la validation des fans, vouloir les faire réagir. Elle leur a même fait un cœur à un moment. Je me dis, mais attends Charlotte, qu'est-ce qui t'arrive? Où est passée la Charlotte qui en a rien à cirer de la réaction des fans, qui est on va dire, confiante, vraiment très, très charismatique, sûre d'elle? Est-ce que Charlotte Flair, et c'est là donc ma théorie, tenez-vous bien, est-ce qu'elle serait pas un peu en crise, soit d'attention, soit d'amour de la part des fans? Est-ce qu'elle n'aurait pas été, et ça peut s'écouter, hein, quand même affectée par ce qui s'était passé il y a quelques temps, vous savez, dans la route vers WrestleMania 41, quand Tiffany Stratton s'était permis quand même des commentaires assez cinglants et tranchants et vicieux sur la vie sentimentale de Charlotte Flair, vous savez, elle qui a quand même divorcé plusieurs fois. Est-ce que ça n'aurait pas quand même créé une crise de confiance encore plus importante chez Charlotte, en sachant que quand on écoute un peu ses interviews en 2025, on remarque bien que elle, entre le divorce avec Andrade, plus la blessure qu'elle avait eue, qu'elle est, malheureusement pour elle, hein, ne souhaite de mal à personne, évidemment, malheureusement pour elle, dans une période de sa vie où, clairement, perte de confiance, on va dire, peut-être estime d'elle-même en chute libre, et que là, pour compenser ça, elle a besoin de chercher à fond, comme ça, l'amour, l'estime des autres, des fans. C'est peut-être une théorie un peu tirée par les cheveux, mais ça peut s'écouter, ça peut s'écouter. Enfin bref, mes amis, allons vers les matchs les plus intéressants et les plus excitants. Tout est relatif, bien sûr, sur cette carte. Vous aviez Tiffany Stratton contre Trish Stratus. Alors, pour le titre WWE, bien sûr. Et ce que j'en pense de ça, déjà, il faut quand même ne pas être dupe, hein. Je vous incite toujours à lire entre les lignes des beaux discours de la WWE pour bien voir que pour moi, c'était clairement un aveu d'impuissance de faire revenir Trish Stratus, la faire sortir de sa retraite d'ailleurs, hein, pour avoir un match pour le titre. Bon, même si la retraite, on le sait, tout est relatif dans le catch, hein. Elle avait déjà eu tout un programme avec Becky Lynch il y a quelques années. Quand même, on se dit, finalement, quand quelqu'un te dit « Oui, ça y est, je vous fais mes adieux, c'est terminé pour moi », ne prenez pas au sérieux. Ne prenez pas au sérieux parce que quand la WWE se retrouvera un peu dans la panade en n'ayant pas vraiment d'adversaire construit pour une des championnes, bah elle n'hésitera pas à faire revenir une légende, une vétérane. C'est exactement ce qui s'est passé avec Trish Stratus, et pour moi c'est un aveu d'impuissance parce que ça veut dire que t'as pas réussi à construire depuis des mois et donc à anticiper donc une adversaire potentiel pour Tiffany Stratton pour son règne, et n'est-ce pas d'ailleurs exactement ce qui s'est passé pour Cody Rhodes en 2024 pendant son règne, hein. C'est vrai, la WWE vit clairement dans l'éphémère, dans le moment présent, et ne construit pas l'avenir. Et encore une fois, pour moi, c'est une énorme lacune de la Triple H era. Malheureusement, hein, j'aimerais bien dire un truc positif, mais là, ça prouve une fois de plus qu'on est comme ça dans la culture de l'instant présent, on crée des moments. Tiffany championne, Tiffany a fait le cash-in, patati patata. Tiffany au sommet de la division féminine, pareil pour Cody Rhodes en 2024, finit son histoire, c'est fabuleux, il y a un grand moment, mais après, vous savez, à la WWE, vous êtes quand même pas des demeurés, vous savez bien qu'un champion a besoin de matchs excitants, de challengers dangereux. Tout comme, je prends par exemple John Cena en 2006-2007, on avait construit un Umaga ou un Great Khali pendant des mois, pour que le moment venu, ils soient des adversaires vraiment dangereux pour John Cena. Et là, on n'a plus rien de tout ça. L'idée même de construire quelqu'un sans, on va dire, le rapprocher trop de la division, enfin plutôt du titre, des titres les plus importants, le construire pendant quand même un certain temps et lui faire accumuler du momentum pour que le moment venu, il représente, ça y est, la menace pour le champion ou la championne, ça n'existe plus. Et c'est complètement ridicule. Je me dis, bah finalement, t'en viens à faire revenir une Trish Stratus et... Bon, match gagné par Tiffany Stratton, bien sûr, et match qui, pour moi, servait un peu à rien. Bon, content quand même que Tiffany, son règne continue, mais bon, c'était largement prévisible. Passons à la suite. Jade Cargill contre Naomi. Alors, cette affiche, je vous cache pas que je me disais, waouh, ce programme, j'ai l'impression que ça fait vraiment depuis des mois et des mois que ça dure. Bah, en gros, précisément depuis Elimination Chamber, hein, rappelez-vous. Bon, en réalité avant, puisque Jade Cargill avait été agressée sur le parking, il y avait le grand mystère de qui l'a fait. On avait appris que c'était Naomi, ça avait mené à WrestleMania, là on est quand même en juillet 2025, hein, et on en a encore une énième, on va dire, réactualisation de cette feud, mais c'est un no holds barred. Et la grande différence, ça on l'avait appris la veille à Saturday Night's Main Event, c'est que Bianca Belair était l'arbitre exceptionnel pour cette affiche, et ça pour moi c'était une très bonne idée. D'ailleurs elle était très classe en arbitre, Bianca. Clairement pour moi,
une des rares qui surnage dans la division féminine en termes de charisme, en termes de présence, Bianca Belair, même si je trouve toujours que pour elle, un heel turn s'impose. Hein. Les fidèles, vous le savez, hein, j'en avais parlé en même temps que Montez-Ford d'ailleurs. Je trouve que les deux devraient être un power couple, que Bianca devrait être heel, ça lui irait bien mieux, tout comme elle était à NXT. Hein. Ça y est, pour moi, le temps en tant que babyface a largement expiré. Date limite, j'ai envie de vous dire, date limite, time out, time out. Enfin bref, moi, ce que j'en retiens de ce match-là, c'est surtout, moi, je le connecte à ce qui s'est passé à la fin, et je vais devoir en parler. Hein. Là, sachez que on peut dire que Naomi a transformé l'eau en vin, hein, un peu à la manière d'une Seth Rollins à WrestleMania, ou plutôt un Seth Rollins à WrestleMania 31, quand il avait perdu plus tôt dans le show contre Randy Orton pour finalement faire son cash-in dans le main event. Naomi, c'est exactement ce qu'elle a fait, figurez-vous, parce que oui, elle a perdu contre Jade Cargill. Et bon, ce que j'en pense de ça, moi, un truc qui me dérange quand je regarde Jade Cargill et Naomi, et c'est valable pour un tas de matchs, c'est que souvent vous avez des spots comme ça qui impliquent des tables. D'ailleurs, on notera encore une fois que ça y est, Slim Jim, c'est clairement devenu le sponsor des tables hein, aujourd'hui. Vous avez des sponsors partout, hein, dans le ring, sur les objets. Est-ce qu'il y aura une zone qui est, ou un objet, n'importe, hein, qui, on va dire, sert parfois dans un match de catch, qui sera, on va dire, libéré de tout sponsor? Est-ce que les sponsors vont envahir littéralement tous les objets, tous les aspects d'un match? On en est vraiment de plus en plus proche, les gars. Enfin bref, vous aviez donc des spots comme ça, et ce que j'aime pas, moi, dans ces spots-là, c'est que ça fait toujours très chorégraphié. Par exemple, vous aviez Bianca et Naomi à un moment qui se sont mis sur, pas Bianca, Jade bien sûr, qui se sont mis sur la troisième corde pour faire un grand bond pour venir fracasser une table quelques mètres plus loin. Mais je me dis, mais là, clairement, ça saute aux yeux à quel point tout ça est, en gros, des spots chorégraphiés où on n'a plus du tout l'impression d'avoir deux femmes, ou deux hommes, hein, chez les hommes, j'ai aussi souvent vu ça, qui se détestent et qui peuvent pas se voir en peinture, mais au contraire, on palpe la collaboration, la coopération entre eux. Et ça, moi, j'aime pas du tout. Je me dis, le but, c'est de donner l'impression d'une bagarre entre deux personnages. Et l'aboutissement, on va dire, de toute une rivalité. C'est pas d'avoir l'impression que t'as deux femmes qui font un peu le cirque du soleil, hein, qui se pavanent sur la troisième corde, qui vont à tel endroit, qui créent tel spot, puis se reposent, puis vont ensemble faire l'autre spot. Non, ça, c'est pas du tout le catch pour moi. C'est ridicule. C'est pas une chorégraphie. Le catch, non, c'est censé être de la tatane. Moi, je prends toujours en exemple le fameux match, vous savez, à WrestleMania 13. Si vous l'avez pas vu, filez le voir tout de suite, nom d'un chien. Entre Bret Hart et Stone Cold Steve Austin, où là, d'ailleurs, il est souvent pris pour référence par bon nombre de catcheurs, ce match, et à juste titre pour moi. Là, vous aviez vraiment l'impression que c'était une baston entre deux types qui se détestent. Et par exemple, entre les prises, vous aviez des coups de poing, vous aviez de l'acting, vous aviez vraiment l'impression d'assister à une bagarre. Je trouve que globalement tout ça manque quand même de fluidité. Mais bon bref, en tout cas victoire de Jade Cargill, puis Battle Royale, bon ça, pas le plus passionnant, hein, Battle Royale pour offrir un title shot à Clash in Paris. Alors, d'ailleurs je trouve ça un peu bizarre comme organisation, vous aviez Queen of the Ring qui a permis d'obtenir pour donc Jade Cargill un title shot à SummerSlam. Puis vous avez là une Battle Royale qui permet d'offrir un title shot à Clash in Paris. Ils n'ont pas compris que entre ces shows, il y a des semaines de build-up où peut-être que ce serait une bonne idée d'au moins dédier un de ces shows à la désignation du prochain challenger plutôt que de faire gagner tous ces spots en PLE. Enfin, je me dis, c'est là par exemple, bon, vous l'aurez compris, il y a donc une gagnante forcément de cette Battle Royale, c'était Stephanie Vaquer, qui a donc obtenu une opportunité pour le titre à Clash in Paris. D'ailleurs, les fans francophones et du monde entier qui viendront à Paris pour regarder ce show se réjouiront peut-être de voir Stephanie Vaquer peut-être devenir championne ce jour-là, qui sait. Moi, personnellement, je vous cache pas que je suis pas vraiment fan d'elle. En fait, moi, un truc qui me dérange, et je vous le dis, c'est qu'elle a un côté très sataniste, et personnellement, ça me met quand même mal à l'aise. Alors, que ce soit, on va dire, purement un personnage fictif ou pas, hein, personnellement, j'accroche pas du tout à ce genre de délire, pour moult raisons, on va dire. C'est un peu pareil qu'Aleister Black, d'ailleurs. Lui, d'ailleurs, on en reparlera, hein, à quel point il sert plus à rien, lui, c'est ouf. Enfin bref, Stephanie Vaquer, pas trop ma cam, j'ai envie de vous dire. Mais une performance quand même assez dominante de Lash Legend dans cette Battle Royale, et aussi un moment assez marrant de Kelani Jordan, qui a réussi à nous faire une sorte de Kofi Kingston en évitant l'élimination de façon quand même très acrobatique.
Tout ça nous menait donc à notre main event entre Rhea Ripley et Io Sky. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit qu'au moment de parler de Jade Cargill contre Naomi, elle a transformé l'eau en vin, Naomi. Mais pourquoi? Parce qu'elle a perdu le match contre Jade Cargill, mais elle a fait le cash-in. Et oui, et personnellement, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, pourquoi? Parce que Rhea Ripley contre Io Sky, on va en parler vite fait. Pour moi, j'étais pas hypé pour un sou. Je me dis, cette affiche, j'ai l'impression qu'on nous bassine avec depuis des mois. Oh là là, c'est insupportable. Et surtout, tout l'intérêt de cette histoire, c'est uniquement que Rhea Ripley n'a jamais réussi à battre Io Sky. Je me dis, bon ben, ok, c'est purement sportif, mais il faut plus que ça. Il faut plus que ça pour raconter une histoire pendant des mois et des mois et des mois. On est quand même en juillet 2025, nom d'un chien. J'ai l'impression que depuis littéralement début d'année, Rhea Ripley et Io Sky interagissent et ont cette feud qui ne s'arrête jamais. Donc j'étais pas hypé pour un sou. Pour moi, c'est clairement un cadeau fait aux fans du web pour leur offrir des spots et encore des spots et encore des spots. D'ailleurs, on notera qu'une fois de plus, vous aviez l'incroyable ref bump. Et j'aimerais entendre les nerds qui jouissent comme ça sur des acrobaties. J'aimerais entendre un peu leur avis sur ce qu'ils pensent en gros de ces ref bumps à répétition. Est-ce que ça, franchement, eux qui ne jurent que par le in-ring, est-ce que ça ne sabote pas complètement l'intérêt et la qualité des matchs d'avoir des ref bumps sans arrêt? Je me dis, c'est ouf comme ça. On a l'impression que ça passe crème aux yeux de, vous savez, la fanbase la plus hardcore qui ne jure que par le catch. On a l'impression que c'est pas du tout un problème, que c'est répétitif à gogo. Rien qu'en l'espace d'un week-end, on a enchaîné les ref bumps, j'ai envie de vous dire. Et comme par hasard, l'arbitre disparaît pendant full, réapparaît pile au bon moment, bien sûr. Réalisme zéro, moi je me mets à la place, et c'est ce que je fais toujours d'ailleurs, à la place de quelqu'un qui découvre 100% le catch et qui voit ça, mais il se dit, mais c'est complètement ridicule, qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui gobent ça? Faut vraiment être un con pour être fan de catch. C'est vrai, c'est ce que doivent se dire, hein, les gens qui découvrent. Ils se disent, mais attends, comment ils peuvent gober que l'arbitre, genre, pouf, ah bah là, elle disparaît, là pendant longtemps, hein, on sait pas pourquoi, elle reste dans les vapes, et là pile, quand il faut venir compter, ah bah d'un coup elle se relève. C'est complètement pas réaliste, c'est ridicule, c'est tout simplement ridicule. Et j'aimerais quand même en profiter pour dire que Io Sky, alors je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la chaîne le documentaire que j'avais fait sur elle, hein, une histoire intéressante, l'être humain, j'ai rien contre elle, hein. Mais le personnage, est-ce qu'il y a une catcheuse qui représente plus le mantra personnalité zéro, acrobatie à gogo que Io Sky? Parce que la femme, clairement, quand tu la vois en weekly, au mieux, t'auras droit à une promo en japonais que tu comprendras pas du tout. Et au pire, bah, elle servira un peu de faire valoir entre, par exemple, c'était ce qui est arrivé pour WrestleMania, entre Rhea Ripley et Bianca Belair. Je me dis, comment ce personnage peut être aussi pauvre? Enfin bref, ridicule. D'ailleurs, on notera que sans ce fameux ref bump, Rhea Ripley aurait dû gagner, donc une fois de plus, on l'a protégé. Un booking toujours répétitif, mais bon, pour moi, tout l'intérêt, c'était vraiment le dénouement, puisque profitant d'une situation où les deux étaient dans les vapes, et surtout la championne, vous aviez Naomi qui a débarqué avec sa mallette pour faire son cash-in. Et on notera d'ailleurs que la WWE nous a fait une stratégie un peu à la Sun Tzu, hein, puisque depuis quand même un beau moment, on utilisait plutôt un cash-in à venir sur Tiffany Stratton de la part de Naomi, alors qu'en réalité, c'est bel et bien sur Io Sky pour le titre mondial que Naomi a fait son cash-in. Et Naomi m'a quand même vraiment plu dans cette scène-là, cette séquence-là, puisque elle arrivait vraiment avec une intensité énorme. On sentait une Naomi qui avait encore vraiment les marques de sa bataille contre Jade Cargill juste avant, avec le nez un peu ensanglanté. Et je me dis, voilà, là je vois de l'intensité. Là, désolé, hein, mais je vois Naomi débarquer et vraiment tataner Rhea Ripley dans le poteau de coin de ring et dégommer Io Sky. Je me dis, bah là clairement, je me dis, là on a quand même une Naomi qui dégage quand même de la crédibilité, qui a vraiment l'air de vouloir gagner, de vouloir faire mal aux autres, plutôt que de vouloir faire le spectacle pour les nerds en tout genre dans la foule. Et là je me dis, bon bah Naomi, là m'a convaincu. Et je me dis, bravo à toi Naomi, tu es championne mondiale désormais. Et comme je l'avais dit d'ailleurs, on aura sûrement un Naomi contre Jade Cargill pour le titre féminin cette fois-ci à SummerSlam. Et je vous invite à aller voir tout ce que j'avais pronostiqué, ou espéré plutôt, enfin un mélange des deux,
pour l'été 2025, et vous pourrez vérifier que j'avais annoncé que il y a de fortes chances que Jade Cargill, ayant une opportunité pour le titre grâce à Queen of the Ring, en devenant donc Queen Jade, que pour la storyline, qu'elle se retrouve finalement contre Naomi, qui aurait fait son cash-in. C'était assez prévisible, mais bon, ça me déplaît pas pour autant. Par contre, là, pour moi, ça s'impose de ouf. Il faut que, si c'est vraiment confirmé officiellement que c'est Naomi contre Jade Cargill pour le titre à SummerSlam, il faut vraiment une stipulation unique et que ce soit complètement différent, là, de leur match qu'elles ont eu ce jour-là, de celui qu'elles avaient eu à WrestleMania. Je pense qu'une idée, pourquoi pas, hein, ça peut s'écouter, ça pourrait être un Hell in a Cell, ça pourrait être Falls Count Anywhere, mais pour moi, il faut vraiment le rendre unique, ce match, parce que on l'a déjà vu plusieurs fois. Faut rendre ça unique, et on verra. Est-ce que ça mènera au couronnement ultime de Jade Cargill? Est-ce que ça pourrait pas aussi mener à un heel turn vraiment 100% complet de Jade Cargill aussi? Parce que pour moi, j'en reste convaincu qu'une Jade Cargill serait bien meilleure dans le registre heel, largement. D'un autre côté, je me dis, Naomi, j'ai quand même envie de voir, là, en tant que heel, ce que ça donne. Enfin bref, on verra comment tout ça évolue. En tout cas, un Evolution 2, donc, qui a quand même apporté son lot d'action, hein. Il y a quand même eu des événements, pour moi, le principal étant bien sûr ce qui s'est passé donc, dans le main event, le cash-in. On verra où tout ça mène. C'était quand même, je sais pas, dans l'ensemble, d'un point de vue purement divertissement, assez répétitif, hein, quand même tout ça. Assez redondant. Surtout moi, j'ai un gros problème avec les ref bumps en tout genre. Ça m'a saoulé, vous l'aurez compris, ça m'a saoulé. Mais bon, on verra où ça mène. Une étape en vue de SummerSlam. Et là, si je devais vous pronostiquer à l'instant T ce qu'on va avoir pour conclure, là, je dirais que Naomi contre Jade, bien sûr. Tiffany Stratton, qui pourrait aller la défier cette fois-ci? Ça, c'est une vraie question. Hein. Pourquoi pas faire un Tiffany Stratton contre Bianca Belair aussi? Ce serait bien. Je trouve qu'elles iraient bien ensemble. Et puis, quelle suite pour Rhea Ripley et Io Sky? Il n'y a vraiment pas intérêt à en refaire encore un à SummerSlam. Vraiment non. J'espère vraiment pas. Peut-être qu'il y aura prochainement un Naomi contre Io Sky contre Rhea Ripley. Hein. Possible aussi. Et peut-être que le gros match vers lequel la WWE voudrait se diriger pour WrestleMania, peut-être. C'est pas tout de suite, mais bon, anticiper, c'est réussir. Rhea Ripley contre Jade Cargill, peut-être. Même si, je me dis, ou alors Bianca contre Rhea, puisqu'il y a eu Triple Threat au précédent, enfin bref. On verra bien en tout cas. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Est-ce que vous considérez, finalement, tout compte fait, que les femmes là, de la WWE actuelle méritaient vraiment un show rien que pour elles? Est-ce qu'elles ont été à la hauteur? Est-ce que, pour vous, cette division est vraiment traitée avec soin ou pas? Vous avez entendu mon avis, mais vous avez le droit d'avoir le vôtre aussi, hein, donc exprimez-vous. Puis j'en profite évidemment pour vous dire un grand merci pour vos commentaires, vos likes, l'avis que vous apportez à la chaîne. Merci du fond du cœur pour ça. J'en ai pleinement la valeur, vous aidez vraiment à fond Johnny Catch et je vous en remercie. Et espérons que la division féminine ait quand même de grandes années devant elle et qu'à SummerSlam, tout ça mène à des bons matchs et surtout des bonnes histoires entre catcheuses. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.